1, 2. Et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Alors, je suis Julien Deséchos, journaliste et directeur du média Sans Transition, un média engagé dans la transition écologique et sociétale, et co-organisateur de cette soirée aux côtés d'Atmosud, l'Observatoire de la qualité de l'air en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Pierre-Charles Maria, son président à ma droite. Bonsoir Pierre-Charles. Et durant cette rencontre intitulée « À couper le souffle », nous allons plonger dans le monde extraordinaire de Guillaume Néry, à ma gauche, que je remercie d'être avec nous ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Guillaume, vous êtes double champion du monde d'apnée et vous allez, durant votre keynote d'une demi-heure environ, nous plonger dans ce monde extraordinaire, dans ces sensations que vous rencontrez et dont on a commencé à parler cet après-midi. Ça y est, Si, c'est bon ? Ça y est, on a récupéré le son. Et donc, je disais que cet après-midi, avec Guillaume Néry, nous étions au jardin du Petit Pessicard, une école à Nice, et on a commencé à parler justement de ce monde extraordinaire, de cette apnée, dans laquelle vous allez nous plonger pendant une demi-heure. On aura ensuite un grand entretien ensemble, on fera réagir la salle. Il y a plusieurs acteurs du territoire aussi qui auront des questions pour vous, Guillaume. Ça va durer à peu près 1h30. On est ensemble jusqu'à 19h30 et on clôturera par un moment convivial cette soirée. Pierre-Charles, vous souhaitiez pouvoir partager un sentiment en ouverture de cette rencontre. Vous me disiez que ça évoquait des souvenirs chez vous, cette dynamique autour de l'océan. Oui, bien sûr, Julien. J'ai moi-même pratiqué très modestement. Parlez bien dans le micro. J'aimais beaucoup la mer. Et quand j'avais une vingtaine d'années, fin des années 60, début des années 70, je terminais mes études à l'université de Nice et j'avais deux personnages qui me marquaient profondément. C'était d'une part Haroun Tazieff, le volcanologue, et Jacques Mayol, l'apnéiste. Deux personnes engagées dans cette vie, cette respiration de la Terre et cette respiration, on va dire, des vertébrés, qui est la nôtre. Et ça m'avait profondément marqué. Il y a 400 millions d'années, les vertébrés sont sortis de l'eau, et avec l'acquisition du poumon, et voilà toute l'histoire qui s'est développée. Et des événements, des éruptions volcaniques dramatiques, vers 250 millions d'années, puis après 66 millions d'années, ont bouleversé complètement le climat, ont fait disparaître un grand nombre d'espèces animales. Et j'ai le souvenir d'un ancien de l'Institut de physique du Globe, qui a été ministre et qui voulait résorber le mammouth de l'éducation nationale. On se souvient bien de lui. Il était dans cette salle et il était vraiment, alors disons-le, climato-sceptique. Et il disait, mais de toute façon, la vie a repris. Voilà. Par contre, il reconnaissait que la pollution atmosphérique existait et il était prêt à la combattre. Voilà les souvenirs qui me viennent à l'esprit, Julien. Donc, respiration de la terre et respiration des hommes, des animaux et des plantes aussi, il ne faut pas les oublier. Voilà, du milieu dans son ensemble. Avant de donner la parole à Guillaume Néry, Pierre-Charles, vous vouliez aussi redonner quelques chiffres clés, parce qu'on a construit cette soirée autour de l'air. L'idée, c'était aussi de pouvoir donner la parole à quelqu'un qui se prive d'air pour mieux comprendre la préciosité de cet air. Je crois que c'est repris sur un panneau qui est derrière nous. Bon, quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on mange. Si on peut. Par contre, on ne se rend pas compte qu'on respire. Et il n'y a que des incidents qui nous amènent à réfléchir à ce qu'on respire. Il y a des maladies comme l'apnée du sommeil, par exemple, qui embêtent beaucoup de personnes. Donc,
cet air, il faut quand même s'attacher à la qualité de l'air qu'on respire. Alors, l'air pollué, on peut le voir. À New Delhi, par exemple, on le voit, on le sent, on le goûte même. Par contre, Nice, il y a de la pollution, hein, mais elle est difficile à percevoir. Donc évidemment, il faut mesurer. Hein. Là, vous avez un petit compteur qui vous permet de voir qu'est-ce qu'il indique actuellement. Hein, il indique la température. Hein. Bon. Et puis, il indique l'humidité de l'air, hein, et puis différents paramètres comme le gaz carbonique que nous émettons en respirant, et puis peut-être les particules en suspension dans l'air. Voilà. Donc, il faut des appareils pour mesurer. Il faut aussi arriver à modéliser ces dispersions de polluants, faire de la cartographie. Mais bon, mesurer ne suffit pas. Il faut aussi établir des contacts, hein, créer des réseaux. Hein. Moi, je suis très attaché à la notion d'acteur-réseau. Hein, c'est-à-dire que nous devons pouvoir disposer de données, les échanger, hein, et prendre en compte toujours cette qualité de l'air, mais aussi tout ce qui concerne le changement climatique, qui font partie des éléments qui dictent notre vie, hein, et qui sont quelquefois un peu négligés par, évidemment, des préoccupations journalières comme le pouvoir d'achat, hein, si vous entendez, le pouvoir d'achat. Mais bon, ce qu'on respire, c'est quand même primordial. Et ça fait partie vraiment de l'ADN d'Atmosud, donc inspirer un air meilleur, c'est ça, c'est votre engagement. Alors, inspirer un air meilleur, ça a été le maître mot d'Atmosud. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut aussi éduquer, hein, faire comprendre que c'est quand même primordial de pouvoir respirer un air sain. Hein. Alors, Atmosud le développe au travers d'un programme, hein, Inspirons, hein, et merci, je vous vois Frédéric Jacquemin qui est là, hein, qui l'a développé remarquablement, de pouvoir interviewer des personnes, hein, de manière, on va dire, moderne, hein, faire des podcasts qui nous permettent de diffuser ces connaissances. Et aussi, depuis de nombreuses années, Atmosud, avec Claire et moi, est tourné vers les jeunes, vers les enfants, vers les scolaires, vers les lycéens, hein, de manière à déployer, à mettre à disposition un ensemble de moyens pédagogiques, hein, qui sont à libre disposition pour les maîtres, et donc de pouvoir faire rentrer, hein, dans une prise de conscience de cette importance de l'air que nous respirons. Et peut-être on va terminer sur ce point de la pédagogie. On était avec Guillaume Néry, je le disais tout à l'heure, au jardin du Petit Pessicard cet après-midi. Guillaume, vous avez pu échanger avec les enfants. Et effectivement, ce que dit Pierre-Charles, cet aspect pédagogique, c'est extrêmement important de pouvoir transmettre, forcément autour de l'air, ça c'est ce que souhaite Atmosud, mais plus globalement autour de l'écologie, autour de toutes ces valeurs. Et c'est les questions autour desquelles les enfants vous ont interrogé cet après-midi. Comment vous avez vécu ce moment ? Bon, c'est toujours fascinant de répondre à des questions qui viennent avec leur spontanéité et sans aucun filtre. Donc bon, souvent il y a des questions très basiques dans un premier temps, qui est de combien de temps on tient sous l'eau et quel est le record. Et puis ensuite, très rapidement, on en vient à des questions en rapport avec la nature. Quels sont les animaux que vous avez pu croiser? Quelles sont les interactions avec tel ou tel animal? Donc c'est souvent on en vient à des questions autour de l'imaginaire. Et quand on parle de transition écologique, quand on parle de récit, on parle aussi d'imaginaire. Qu'est-ce qu'on doit raconter? Comment on peut le raconter pour inspirer le plus de monde possible? Et donc ça, les enfants, ils vont tout de suite là-dessus. Et oui, quand on parle d'éducation, je pense qu'il faut voir à toutes les tranches d'âge. Il y a évidemment les enfants, il y a les ados, c'est des manières à chaque fois un peu différentes, avec des prismes différents, que l'on peut toucher différentes générations. Et évidemment, c'est une action essentielle.
Et cette question de la transmission, Pierre-Charles, donc ça c'est un des engagements importants avec Atmosub, cet aspect pédagogique autour de l'école. Et finalement, ce soir, derrière ce sujet de l'air, il y a donc d'autres choses qu'on veut partager. Voilà, on parle de la pédagogie, évidemment on va parler de la respiration aussi, le bien-être avec le milieu naturel. C'est toutes ces valeurs finalement, peut-être pour conclure, Pierre-Charles, avant de laisser la parole à Guillaume Néry. Oui, je pense que la qualité de l'air qu'on respire, c'est un des éléments. Hein. Mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose qui vient se surajouter, comme une contrainte qui vient se surajouter à d'autres préoccupations, à d'autres critères d'une qualité de vie. C'est une partie intégrante de ce système. Et je pense qu'il est primordial d'avoir une vision intégrée de ce qu'est la qualité de la vie, et donc à ce moment-là de prendre conscience qu'il n'y a pas d'un côté des hommes, des animaux, la nature, ce qu'on appelle la nature, des techniques. Non, cela forme un tout, et c'est ce que Bruno Latour qualifie d'acteur réseau, c'est que c'est un tout qui doit être géré de manière intégrée, de manière à pouvoir tisser des liens et faire que les choses évoluent avec la participation de tous. Alors moi, je suis extrêmement attaché, nous le sommes tous au sein d'Atmosud, à ce que nous puissions échanger. La mise à disposition, par exemple, de capteurs légers comme ceux-ci, auprès de citoyens formés ou de collectivités, permet d'avoir justement de former cette toile, ce réseau qui permet d'engager tout le monde. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut engager tout le monde pour un air sain et une vie plus saine. Merci Pierre-Charles. On peut l'applaudir. Merci pour votre engagement, Pierre-Charles. Et puis, donc là, on va passer une demi-heure avec Guillaume. Je vous invite à retourner à votre place. Guillaume, juste avant de vous laisser la parole, je vais vous redire quelques mots sur vous. Donc, vous avez grandi à Nice. Vous êtes devenu à 20 ans le plus jeune, vous me dites s'il y a une erreur, vous êtes devenu le plus jeune recordman du monde de l'histoire de l'apnée. Vous avez battu à 4 reprises le record du monde en profondeur et 2 titres de champion du monde. Victime en 2015 d'un grave accident en réalisant la plongée la plus profonde de l'histoire avec 139 mètres de profondeur suite à une erreur de mesure. Et là, on va voir l'importance de la coopération aussi dans le travail dans lequel vous allez nous plonger à l'instant. Eh bien, vous avez frôlé la mort. Vous avez décidé de prendre ensuite vos distances avec la poursuite des records pour vous consacrer pleinement à la transmission, on vient d'en parler, qui devient une passion au travers d'une approche artistique. Voilà. C'est à vous, Guillaume Néry. À tout à l'heure pour poursuivre avec un échange. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, on va passer ce petit moment ensemble, cette petite demi-heure qui est une plongée dans mon univers, une plongée au cœur de l'océan. Je vais vérifier d'abord que la petite zapette fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas pour l'instant, donc il va me falloir un assistant ou une assistante pour passer les slides. Alors c'est dirigé où? Désolé, c'est en haut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ou qui me voit? Ah, ça y est, ça marche. En fait, il faut peut-être que j'oriente là-haut. Ok. Alors cette présentation, je l'ai intitulée Anatomie d'une plongée. J'ai une approche toujours très scientifique dans le partage d'expériences que j'essaie d'amener auprès du grand public. Essayer d'amener une expérience, essayer d'amener dans un univers, mais toujours en respectant une logique et une approche la plus scientifique possible. Donc Anatomie d'une plongée, parce que j'ai comme ambition, pendant ce petit temps qu'on passe ensemble, de vous découper de manière très anatomique ce qui se passe lors d'une immersion. Je vais découper cette plongée en plusieurs parties et essayer de vous embarquer dans chacune des parties pour vous faire vivre
ce qui se passe dans le corps, dans la tête, mais aussi et surtout, et je pense que c'est dans la thématique de la soirée ce soir, essayer de faire un lien, un pont avec comment nous, humains, habitons notre planète. Et j'ai réalisé que la manière dont je plonge, ce que je mets en place pour essayer d'être le plus performant possible et atteindre les grandes profondeurs, mais finalement, ça constituait une métaphore intéressante de comment on pourrait relever ce défi de l'habitabilité de notre planète, de comment suivre, on va dire, une philosophie qui est plus en adéquation avec notre environnement. Et donc l'idée, c'est de faire ces ponts, de vous inviter à réfléchir sur ces ponts et de voir si ça éveille des questionnements en vous, si ça éveille une réflexion, si ça éveille derrière un échange autour de ces différents points. Mais moi, je pars toujours de ce que je connais le mieux, à savoir, c'est plonger en apnée, en grande profondeur. Alors, très rapidement, juste pour mettre dans le contexte, apnée égale, vous avez dit tout à l'heure, le Grand Bleu, Jacques Mayol. Pour beaucoup, ça a été le point de départ de la connaissance de cette discipline. Le Grand Bleu a été un film qui a montré la rivalité entre Jacques Mayol, le français, et Enzo Maiorca, l'italien, de manière très romancée, mais une fois que le film est sorti, ça a permis de faire connaître l'apnée au très large public. Et derrière, l'apnée telle qu'on la pratique aujourd'hui, à savoir comme un sport avec des compétitions, des clubs, il faut savoir que c'est un sport qui est extrêmement pratiqué aujourd'hui. Il y a des clubs partout en France, partout dans le monde. Tout ça, ça a eu une origine juste après le Grand Bleu, et c'est ici, dans la rade de Villefranche. Donc vraiment, Nice-Villefranche, ça a été un bastion, un point de départ dans le développement de cette discipline, dans la démocratisation de cette discipline. Donc moi, je dis souvent que je ne suis pas un enfant du Grand Bleu, mais je suis un petit-fils du Grand Bleu, parce qu'il y a d'abord eu les enfants du Grand Bleu, à savoir Claude Chapuis, qui est enseignant à l'Université des Sports, ici, le STAPS de Nice, qui a été mon maître à penser, Loïc Leferme, peut-être vous connaissez, qui a été un très grand champion et qui est décédé dans un accident de plongée en profondeur. Bref, ici nous sommes dans un endroit qui compte beaucoup dans l'histoire de la discipline. Comme tu le rappelais tout à l'heure, je suis arrivé moi dans cette histoire en 1996. Je découvre l'apnée un peu par hasard en faisant un concours avec un copain dans un bus. C'était même pas dans l'eau, hein. Pourtant j'ai grandi à Nice, la mer était toujours là, j'allais me baigner très régulièrement, j'avais souvent un masque, mais le vrai déclic avec l'apnée, c'est quand j'ai réalisé qu'on pouvait utiliser son corps et le souffle pour explorer les limites humaines. J'ai été fasciné par ça. Et ensuite, ça m'a amené à mettre un masque, à ouvrir mon regard sous l'eau et à démarrer cette quête des profondeurs. Donc je ne vais pas revenir sur les records, etc. Ça, c'est la photo le jour de mon premier record, où je suis devenu le plus jeune recordman du monde de l'histoire. Ma plongée la plus profonde, c'est 126 mètres. Et pour finir l'introduction, juste quelques images pour vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce monde de l'apnée ou qui n'ont en tête que la référence du Grand Bleu. Voilà la discipline que je pratique. Tous les records, je les ai battus dans cette discipline qu'on appelle le poids constant. Descendre et remonter sans assistance extérieure. Donc, à l'inverse du Grand Bleu, si vous vous souvenez, dans le Grand Bleu, Jacques Mayol et Enzo Maiorca descendaient avec une machine, une gueuse, remontaient avec un ballon gonflé d'air, ce qu'on appelle le no limit. Là où en poids constant, on descend dans l'approche la plus naturelle. On descend en palmant, on remonte en palmant. Donc dans les premiers mètres, il faut palmer pour quitter la surface, la flottabilité qui nous maintient, et puis ensuite la pression écrase progressivement notre corps, qui devient plus dense, plus lourd, ce qui me permet de chuter dans les profondeurs sans faire aucun effort. Là, les images que vous voyez là ne sont pas en temps réel, hein, c'est une version plus courte. Une apnée aller-retour dans les 120 mètres, c'est environ 3 minutes 30. 2 minutes pour descendre, 1 minute 30 pour remonter, à peu près. En apnée statique, à savoir si j'essaie de retenir mon souffle le plus longtemps possible, sans bouger à la surface, là je tiens entre 7 et 8 minutes. Donc c'est une autre discipline. Arrivé en bas,
je récupère une petite plaquette et je rejoins la surface. Si la descente est une phase compliquée pour la gestion de la pression, la remontée est une autre phase qui demande beaucoup de maîtrise parce qu'on commence à l'épuiser dans nos réserves d'énergie. Et tout l'enjeu va être de rejoindre la surface quand même assez rapidement, mais tout en ne consommant pas trop d'oxygène. Donc il y a cette recherche permanente de l'équilibre entre l'énergie qu'on dépense versus ce qui nous reste. Quand j'arrive en surface, grande inspiration et je dois prouver au juge, les deux personnes qui sont en jaune, que je suis en pleine possession de mes moyens, que je suis lucide, un record du monde, une compétition. Tout ça, c'est validé et on obtient un carton blanc si on réalise un protocole de sortie qui nous permet qui permet au juge de pouvoir valider la plongée. En gros, si on est inconscient, si on fait une syncope ou si on n'est pas parfaitement lucide et qu'on n'est pas capable de réaliser 3 tâches toutes simples dans un certain ordre, dans un ordre bien précis et en moins de 15 secondes, on est disqualifié. C'est tout simple, il faut enlever le pince-nez qu'on a sur le visage, d'abord. Deuxième temps, il faut faire ce signe-là, qui veut dire que dans le monde de la plongée, que tout va bien. Et ensuite, il faut formuler dans un anglais parfait, irréprochable, « I am OK ». Pas trop compliqué, mais il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que si je sors de l'eau, que je dis « I am OK » dans la précipitation, que je fais le signe, je serai disqualifié. Donc ça demande d'être